Cours d'histoire sur les lois racistes de 1942 dans les lycées et collèges de France, demande Jacques Chirac. À Lyon, le procureur général, moins d'une semaine avant l'ouverture du procès Barbie, appelle au calme. Réquisition sévère du parquet de Paris contre l'ancien ministre Christian Nucci dans l'affaire du Carrefour du Développement. Les députés RPR demandent la saisine de la Haute Cour pour juger M. Nucci. 3 millions d'électeurs blancs élisent leurs députés en Afrique du Sud. Demain, 23 millions de Noirs sont exclus de cette consultation. Aujourd'hui, mardi 5 mai 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. La comparution de Klaus Barbie lundi devant la cour d'assises de Lyon fait naître déjà bien des réflexions, des analyses, des livres, voire des polémiques. Ce sera le procès d'un homme, mais c'est aussi, à l'évidence, l'occasion d'une leçon d'histoire. Il y a 45 ans, des lois à caractère raciste étaient édictées sous l'occupation allemande nazie. Le Premier ministre Jacques Chirac a demandé au ministre de l'Éducation nationale qu'un cours soit consacré ce mois-ci dans les lycées et collèges à ces lois. Lorraine Cusin et Claude Barnier au lycée Fénelon à Paris ont recueilli les premières réactions à cette initiative d'instruction civique. Un cours d'histoire en première au lycée Fénelon cet après-midi, consacré à l'économie fasciste italienne d'avant-guerre. Le conflit 39-45 ne sera étudié que l'an prochain pour le bac. Alors les années 40, ces jeunes les connaissent plus ou moins bien. Qu'est-ce que vous savez de la rafle du Veldiv, par exemple? Rien, personnellement rien. Je connais le nom, mais c'est tout. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais que c'était l'année des déportations en grande partie, mais sur Barbie précisément, je n'ai pas beaucoup de notions. Vous n'avez pas regardé les reportages à la télévision? Il y a eu beaucoup de journaux qui en ont parlé, de presse écrite. Est-ce que vous êtes intéressé à cette question? Assez superficiellement. Il a fallu que j'aille moi-même chercher des renseignements chez mes parents, dans des livres ou à la fois à la télé ou les films, mais les professeurs, eux, ne m'ont jamais renseigné. Pourquoi? Parce que c'est pas au programme. Voilà, parce que c'est pas au programme. Mais de passer une heure comme ça sur l'année 42, c'est une bonne chose, parce que c'est quand même une année importante. Le problème des criminels de guerre, du nazisme, etc., ça explique en partie les réactions raciales d'aujourd'hui. Et donc c'est quand même assez important. On sait. La décision du Premier ministre d'éclairer tous les élèves du secondaire sur les lois anti-juives, cette enseignante entend l'appliquer. Reste à savoir quels moyens les professeurs utiliseront pour informer leurs élèves. Je crois qu'il faut carrément mettre entre les mains des enfants des documents de l'époque, c'est-à-dire des textes de l'époque, des journaux, des tracts, des affiches. Montrer aussi quelques photos, les rassemblements des peuples français autour dans les partis fascistes de l'époque, français. Hein? Je crois qu'il faut le montrer, leur dire que ça existait. On peut trouver sur place, à travers différentes associations, des personnes qui peuvent raconter leurs souvenirs. Moi-même, je peux raconter comment, en classe primaire, au lycée où j'étais élève, j'ai vu les petites juives rafler, on venait les chercher pendant les cours, l'instituteur laissait faire, tout le monde laissait faire. À 6 jours de l'ouverture du procès Barbie, l'initiative de Jacques Chirac peut apparaître comme le moyen de donner aux jeunes les clés de l'histoire quand elle devient actualité. Mais peut-on, en une seule heure de cours, résumer plusieurs années de tragédie? À Lyon, le procureur général Pierre Truche, qui prononcera le réquisitoire contre Klaus Barbie pour crime contre l'humanité, s'inquiète du climat entretenu ces derniers jours. L'avocat de Klaus Barbie, Maître Vergès, affirme aujourd'hui dans un quotidien brésilien que l'on cherche à créer une atmosphère de lynchage. Le procureur Pierre Truche, interrogé par Paul Lefebvre pour Antenne 2, rappelle que c'est un procès, qu'il y a un accusé et qu'un accusé, quel qu'il soit, n'est pas coupable avant d'avoir été condamné. Et il souhaite plus de sérénité avant l'ouverture des assises. Il y a presque 2 procès Barbie. Le premier, on voit qu'actuellement, beaucoup de personnes, et notamment les témoins qui seront entendus au procès, sont interviewés, leurs déclarations sont enregistrées, et de ce côté-là, je trouve que c'est très satisfaisant. Parce qu'il est bien évident que pour une période de notre histoire qui était une période de 4 années, pendant lesquelles on a connu une occupation étrangère et on a connu une guerre civile, il est bien évident que tous les témoignages sur cette période sont des choses à diffuser, à faire connaître. Par contre,
où je m'étonne, c'est de lire un sondage où on voit que des Français qui ne savent pas forcément ce qui est reproché à Klaus Barbie et qui, à l'avance, prononcent une sanction contre lui. Dans ce genre de procès, je ne suis pas parti. Je suis pour le second procès, celui qui se déroulera dans la cour d'assises de Lyon à partir de lundi prochain. Et vous comprendrez que, par respect pour les jurés qui seront tirés au sort, comme pour les magistrats qui ont été choisis, je réserve les explications que j'ai à donner dans cette affaire à ceux qui auront à juger véritablement Barbie. Mais d'ores et déjà, ce que vous pensez, c'est qu'il n'est pas de bonne justice que de préparer en quelque sorte un procès à la culpabilité de l'accusé. Ce que sera ce procès, ce qu'il doit être et ce qu'il sera, c'est un procès ordinaire, c'est-à-dire que des témoins seront entendus, des preuves seront rapportées et la défense sera entendue. Tout autre procès, ce n'est pas de la justice. Comment est-il physiquement, est-il prêt à son procès? Les examens qui ont eu lieu indiquent qu'il est en mesure de supporter son procès. Face à Klaus Barbie, il y aura plus d'une quarantaine d'avocats représentant les parties civiles, les victimes. Nous aurons évidemment l'occasion d'évoquer longuement ce que furent leurs souffrances. Klaus Barbie, depuis son arrivée en France en 1983, a reçu quelques visites de sa fille qui vit en Autriche. Pour Antenne 2, Betty Duro et François Granier ont retrouvé la fille et la famille de Klaus Barbie. Klaus Barbie et sa femme Regina Wilm se marient en 1940. Regina réunit tous les critères de bonne race aryenne exigés des femmes de SS. Voici la seule photographie de la famille Barbie au complet, arrivée jusqu'à nous. À droite, sa femme Regina, morte en Bolivie. Le fils Klaus Jorg, décédé des suites d'un accident, est enterré lui aussi à La Paz. Il reste aux prisonniers de Lyon, sa fille Hutte, née en 1941, et sa belle-fille Françoise, restée en Bolivie avec les deux petits-enfants de Klaus Barbie. Seul lien de Barbie avec le monde des vivants, Hutte mariée à un Autrichien. Elle ne juge pas son père, le SS, Klaus Barbie. Elle ne le connaît pas. Je reste une semaine par mois à Lyon. Je vois mon père tous les jours, 1 heure. Malheureusement, au parloir, à travers une baie vitrée. J'ai demandé qu'on la supprime, mais on a refusé. Non, vraiment, un procès après 40 ans n'a aucun sens. Les accusations contre mon père sont dépassées. Elles ont déjà été jugées 2 fois et c'est clos. Pour nous, c'est incompréhensible après 40 ans. Sur Antenne 2, à Apostrophe, vous vous souvenez peut-être des propos du colonel Demaranche, l'ancien patron des services secrets français. Il avait évoqué des archives trouvées après la guerre, des archives qui concernaient la résistance. Et il avait évoqué le fait qu'elles étaient très nombreuses et qu'on ne les avait jamais vraiment fouillées. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, adresse une lettre à ses camarades de la résistance, évoquant les déclarations du colonel Demaranche. Il évoque le fait que les documents qui sont entreposés au fort de Noisy ont été vérifiés. Voici ce qu'écrit M. Jacques Chaban-Delmas à ses camarades de la résistance. Il est acquis qu'il ne s'agit en réalité que de duplicata de pièces administratives, de fichiers ou de résultats d'enquête sur des étrangers établis après la libération par les services extérieurs du contre-espionnage français, qui ont déjà été exploités, qui auraient dû être détruits comme devenus sans intérêt. Et puis M. Chaban-Delmas conclut, contrairement aux allégations du colonel Demaranche, ces papiers ne se rapportent en rien à des archives de la Gestapo ou de l'Abwehr. Ils ne sont pas de nature à révéler quelque trahison que ce soit de la part des nôtres. Tel est le message que je me dois de vous transmettre afin de dissiper toute suspicion, conclut le président Jacques Chaban-Delmas. Philippe Séguin, le ministre des Affaires sociales, préconise plusieurs mesures pour améliorer le dispositif législatif réprimant le racisme. Un effort de formation des structures de communication et la mise à jour des lois actuelles. Ce sont les 3 directions souhaitées par M. Séguin devant la Commission consultative des droits de l'homme.
Qu'on le veuille ou non, un contrat moral s'est établi entre la France et les étrangers qui y vivent en situation régulière. Contrat fondé sur une volonté réciproque de compréhension et de cohabitation. C'est un contrat étroitement lié au projet d'une société libérale, pragmatique et modérée, refusant aussi bien les discours racistes et les comportements discriminatoires que la dangereuse naïveté et l'irréalisme des propositions tendant à supprimer toute politique de l'immigration. Ce contrat repose sur le constat que 80% au moins des étrangers en France y résident régulièrement depuis 10 ans et désirent s'y fixer plus durablement encore. Modification des dates d'inscription pour les élections prud'homales du 9 décembre prochain. On peut s'inscrire auprès des mairies jusqu'au mardi 12 mai. Ce sont les entreprises qui inscrivent leurs salariés ou les demandeurs d'emploi, les chômeurs, qui peuvent le faire eux-mêmes. Le quotidien Le Matin ne paraîtra pas demain. La rédaction est en grève. Les salaires du mois d'avril n'ont pas été versés. La situation financière est jugée dramatique. Raymond Barre a exprimé sa très vive inquiétude devant les divisions de la majorité. L'ancien Premier ministre, qui est en déplacement à l'étranger, en Espagne, a demandé très fermement à ses amis de ne pas alimenter la polémique actuelle qui règne au sein de l'UDF. Les députés RPR sont prêts à demander la saisine de la Haute Cour de justice pour juger l'ancien ministre Christian Nucci dans l'affaire du Carrefour du Développement. Le juge d'instruction chargé de cette affaire devrait prendre très prochainement une ordonnance d'incompétence, renvoyant ainsi éventuellement M. Nucci devant la Haute Cour si les parlementaires le décidaient. Les réquisitions prises par le parquet de Paris seraient très sévères pour M. Nucci. Une somme globale minimum de plus de 7 millions de francs, selon le journal Le Monde, aurait été détournée et mise à la disposition de l'ancien ministre, argument contesté par la défense. Pierre Jox, président du groupe socialiste, attend la fin du processus judiciaire pour se prononcer sur l'utilité de réunir la Haute Cour, comme le demande M. Mesmer. Nous souhaitons que cette décision soit prise indépendamment de tout esprit partisan, de tout esprit de parti. Dans une affaire qui est une affaire de justice, qui a pour raison d'être de faire passer la justice sur les hommes, quels qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, nous souhaitons aussi qu'il ne s'agisse pas d'une affaire de parti. L'affaire Chalier, ces développements sont actuellement entre les mains de la justice. Des juges sont saisis. Les députés socialistes depuis des mois disent qu'ils sont pour que la justice fonctionne et le cas échéant, si le Parlement doit être saisi des dossiers, nous l'examinerons. Pour le moment, c'est la justice qui est compétente. C'est donc maintenant au sein des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale que l'on débat sur l'opportunité de juger ou non Christian Nucci en haute cour. Commentaire à l'Assemblée nationale de Daniel Brem. Pierre Mesmer a pris tous les autres groupes de vitesse. Le Front National s'apprêtait à la même démarche. Tous les présidents de groupe sont bien sûr d'accord pour que le Parlement ne paraisse pas couvrir des opérations que la morale réprouve. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont avoir à juger l'un des leurs, n'ignorant pas que la publicité faite à leurs travaux alimentera l'antiparlementarisme. Lorsque la proposition de résolution aura été signée, elle devra passer au crible du bureau de l'Assemblée. Cette première étape sera suivie d'une seconde beaucoup plus longue, puisqu'une commission devra procéder à des auditions sans limite de temps avant de dire si la Haute Cour doit être saisie ou non. La justice est toujours lente pour instruire avec un maximum de garantie les affaires dont elle est saisie. Il n'est donc pas certain que son jugement intervienne avant les présidentielles. Le chauffeur du camion qui avait heurté la moto de Coluche, c'était le 19 juin 1986, près d'Opio, dans les Alpes-Maritimes. Le chauffeur a été inculpé d'homicide involontaire. Sur les prisons privées, nouveau débat au Parlement cet après-midi sur le texte de M. Chalandon. On se souvient des modifications du texte. Seule la construction des prisons nécessitera l'apport de concours d'entreprises privées. Il y a urgence statistique. Le dernier chiffre au 1er mai du nombre de détenus, 50 793 personnes dans les prisons françaises. En voici un exemple sur cette urgence, exemple celui de la prison de Nice. Voyez le reportage de Denise Boer et François Granier. Une promenade par jour, 1 heure seulement dans une cour de 25 mètres carrés. À Nice, dans cette maison d'arrêt, ils sont 900 pour 280 places. Une prison construite au 19e siècle, rafistolée d'année en année. Une prison où tout est dépassé, où tout est trop petit.
La surpopulation fait de cet établissement pénitentiaire une sorte de chaudière, prête à tout instant à l'explosion. Ils sont 4, parfois 5, dans une cellule prévue pour 1 ou 2 personnes. Oisifs, ils le sont par la force des choses. À Nice, aucune place pour des ateliers de sous-traitance. À la surpopulation et l'oisiveté viennent s'ajouter les problèmes d'hygiène. Ils ont droit à 1 douche par semaine, et quelle douche! Oisiveté plus promiscuité plus manque d'hygiène égale déprime. Le stress vient de beaucoup de cet état de choses. Le soir, bon, le stress est plus important parce que on pense davantage à la famille. Et puis il y a beaucoup de cas. Vous avez des gars certainement qui ont... Ça ne s'arrête pas qu'au stress, ça va plus loin, pourrait à la rigueur même se détruire. La destruction est avant tout morale, aidée par une distribution massive de tranquillisants. S'ajoute à cela le trop grand nombre de toxicomanes incarcérés qui font de ces lieux des lieux considérés comme étant à haut risque. 2 fléaux préoccupent en effet la médecine pénitentiaire, le sida et l'hépatite B. 2 maladies qui pourraient être dépistées, il n'en est rien. À Nice, le seul dépistage effectué sur chaque détenu est toujours celui de la syphilis. On l'est systématique comme la loi l'exige pour la syphilis. On nous demande de ne pas l'être systématique pour le sida et l'hépatite B. Je pense que dans les années qui vont venir, cela deviendra systématique. On essaie d'informer les sujets le plus possible. On pourrait proposer, pourquoi pas, puisqu'il est remis à chaque entrant une petite trousse avec les nécessaires à la toilette, pourquoi pas des préservatifs aussi. Si du côté de l'administration pénitentiaire, l'information circule mal, côté détenu, elle circule bien. Un journal interne, l'Écho du Maté, fabriqué par une dizaine de détenus, informe et conseille. Je considère personnellement qu'à partir du moment où nous sommes pris en charge par l'État, nous redevenons moralement des enfants. C'est-à-dire que nous n'avons plus à nous battre pour gagner notre vie, nous n'avons plus à nous battre pour manger, dans la mesure où tout ceci nous est apporté. Et donc il faut que cette prise en charge soit faite jusqu'au bout. Et il est bien évident que très souvent la santé est le seul bien qui nous reste lorsque nous sommes en prison. Et nous souhaitons tous ressortir en très bonne santé, ce qui ne semble pas être toujours le cas. La France pourrait fournir une aide humanitaire et de maintenance de l'équipement dans le nord du Tchad. La France franchirait ainsi le 16e parallèle. Une décision officielle serait prise dans les prochains jours. En Afrique du Sud, la population blanche vote demain. Il y aura un peu plus de 3 millions d'électeurs blancs et 23 millions de noirs qui seront exclus en raison de l'apartheid. Peter Botha est déjà donné comme gagnant de cet exercice particulier de la démocratie au pays de la ségrégation. Commentaire Martine Laroche-Joubert. Peter Botha et son parti, le Parti national, déjà donné gagnant des élections demain. Pour cet homme qui tient le milieu de la route, comme il aime à se définir lui-même, l'incertitude est ailleurs. De quel côté sa majorité sera-t-elle entamée? Sur sa droite ou sur sa gauche? Sur sa droite, les partisans de l'apartheid pur et dur cherchent à gagner du terrain. Le mouvement néo-nazi de Jeune Terre Blanche ne présente aucun candidat, mais ses partisans voteront pour les 2 partis d'extrême droite. Sur la gauche de Peter Botha, une opposition libérale qu'il redoute, car elle souhaite le partage du pouvoir avec les Noirs. Or, le président sud-africain vient de le promettre, aucune réforme ne se fera sur une autre base que celle de la protection de l'homme blanc. Élection blanche, mais avec les Noirs pour enjeu. Leur avenir tracé sans qu'ils aient leur mot à dire. En signe de protestation, ils ne sont pas allés travailler aujourd'hui. L'absentéisme comme bulletin de vote. Hier encore, la police dispersée sur le campus de l'université de Johannesburg, quelques 2000 personnes venues écouter Winnie Mandela et réclamer l'application du principe « un homme, une voix ». Un homme, une voix, 25 millions de noirs, 4,5 millions de blancs, une addition incontournable pour le pouvoir blanc.
Incendie dans une clinique psychiatrique à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il y a 8 morts et 11 blessés, tous des patients de cet établissement qui ont été asphyxiés pendant leur sommeil. Patrice Velay et Jean-François Chevet ont cherché les raisons d'un tel bilan d'un incendie dans une clinique. Je pense que nous allons voir le reportage de Patrice Velay. 20 minutes d'incendie et l'intérieur du pavillon des Acacias complètement calciné. Peu de flammes cette nuit, mais une combustion très rapide, dégageant des gaz toxiques. Dans le bâtiment, 18 malades, surpris en plein sommeil par la fumée, des patients sous tranquillisants pendant la nuit, surveillés régulièrement par des rondes du personnel. Cette nuit, la présence du personnel dans ces cliniques correspondait à ce qui aussi est exigé par des normes et que donc il y avait sur place 2 médecins, du personnel soignant, des infirmiers qui étaient là en nombre, je crois même un tout petit peu excédant la norme imposée. En octobre dernier, l'établissement a reçu un certificat de conformité. Toutes les normes de sécurité étaient respectées. Seule recommandation, installer des détecteurs de fumée. Les travaux sont en cours. Mais après le drame de cette nuit, une question. Aux étages, des barreaux condamnent toutes les ouvertures pour éviter les défenestrations. Pas question pour les pompiers d'utiliser leurs échelles pour accéder rapidement aux chambres. Par ailleurs, des escaliers de secours ne sont pas obligatoires dans ce genre de bâtiment. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Principale hypothèse, une cigarette fumée en cachette et mal éteinte par un malade. Déjeuner à l'Elysée pour les membres du jury du Festival de Cannes, dont la 40e édition commence jeudi. Le président Mitterrand a évoqué son projet d'Eureka audiovisuel, c'est-à-dire de coopération audiovisuelle en Europe, de ce que cela représente en heures de programme. Yves Montand, président du jury, était là, ainsi que d'anciennes présidentes comme Michel Morgan, Jeanne Moreau ou encore Françoise Sagan. Le procureur de Paris, Michel Reynaud, a fait le bilan de l'action judiciaire contre le terrorisme. Il était l'invité d'Antenne 2 Midi. Il a relevé les succès obtenus contre Action Directe, en Corse, en Guadeloupe et contre les organisations du Moyen-Orient. Ce soir, sur Antenne 2, après ce journal, les dossiers de l'écran seront consacrés au terrorisme. Armand Jameau et Alain Jérôme ont réuni sur le plateau des dossiers de l'écran le ministre Charles Pasqua, le policier Jacques Franquet, le magistrat Alain Marceau ou encore nos confrères d'Europe 1 Charles Villeneuve et Jean-Louis Guillot de l'agence France-Presse, parmi les invités. Les dossiers de l'écran fêteront ainsi leurs 20 ans d'existence, 20 ans de films et de débats réguliers sur les grands thèmes de société. Reportage Georges Bégou, Frédéric Bazille. L'équipe des dossiers de l'écran vous dit bonsoir. 6 avril 1967, Armand Jameau propose la première émission des dossiers de l'écran. Présentateur Yves Courrière, film Les Maudits de René Clément, sujet du débat Les anciens nazis. Immédiatement, c'est le succès et cela dure depuis 20 ans. Autour du producteur s'est constituée une équipe soudée avec ses 2 animateurs vedettes, Josette Pasteur et Alain Jérôme. Les dossiers Jameau, 20 ans, une première. Je suis arrivé avec cette idée toute simple que le cinéma avait produit depuis 50 ans, avait produit des films qui racontaient des histoires, et que ces histoires méritaient quand même d'être prolongées par un débat, par des questions. On avait envie de poser aux médecins, aux avocats, aux magistrats, aux policiers, aux témoins, on avait envie de leur dire, mais essayez d'aller plus loin, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pensez, mais comment se fait-il que ceci, ceci ou cela. Et c'est ce qui m'a donné l'idée des dossiers de l'écran. Je crois que le phénomène de ces dernières années, grâce aux dossiers de l'écran, mais grâce aussi à tout le travail qui a été fait par tout le monde, par le journal, par vous-même, par toutes sortes d'autres émissions, c'est que le public a appris quand même à regarder en face les problèmes et à admettre qu'à la télévision, on exprime des points de vue qui ne sont pas forcément les leurs, en laissant aux téléspectateurs le soin de faire leur choix et d'asseoir leur conviction personnelle. Bon anniversaire Armand Jameau. L'archange du Mont-Saint-Michel, lui, s'est envolé. La statue perchée en haut de la flèche de l'abbaye du Mont-Saint-Michel a été soulevée par un hélicoptère élictroyé, puis la statue a été portée au sol. Regardez, c'est assez spectaculaire.
Opération réussie malgré la force du vent. Je crois qu'il y avait environ 20 nœuds. Et l'Archange sera restauré après donc cet envol. La statue est vieille de 90 ans. Elle souffre de l'humidité, des effets de la mer proche. Là voici l'Archange à son âge, 90 ans, faire 2 fois le tour du Mont Saint-Michel. Vous vous rendez compte? C'est un exploit ça. Et il faisait beau, il y avait un beau ciel. Ouais. Alors 20 nœuds pour le convertir en km/h, vous multipliez par 2, 40, moins 10%, moins 15. D'accord, continuez puis je vais faire mon truc. Oui. 35 km/h. Alors pour demain, une France coupée en deux, temps qui rit, temps qui pleure. On peut tout de même parler d'amélioration parce que l'anticyclone gagne du terrain. Oui. Mais la marque de la dépression était très très nette sur l'image satellite prise aujourd'hui à 14h30 où une moitié sud-est et est croulé carrément sous les nuages qui étaient vraiment importants. Nuages qui ont donné 10 cm de neige sur les Pyrénées, nuages qui n'ont pas permis à la température de s'élever au-dessus de 7 degrés à Toulouse. C'est dire que pour cette région et pour cette saison, on a frôlé les records de froid. Alors donc amélioration tout de même pour demain, avec encore du mauvais temps sur le Jura, les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse et les Pyrénées, avec de la neige à partir de 1500 mètres, Mistral et Tramontane, de la pluie et des orages. De l'Alsace à la Bourgogne, au Massif central, après une matinée nuageuse, de belles éclaircies se développeront et partout ailleurs, sur une large moitié ouest et nord-ouest, ce sera du beau temps. Alors les températures remontent, pas la nuit, les nuits restent fraîches, mais demain dans l'après-midi, nous irons de 11 à 17 degrés sur la moitié nord, maximum à Nantes, et de 11 à 17 degrés aussi sur la moitié sud, maximum à Bordeaux. Demain, et Nantes c'est votre ville, oui, bien sûr. Demain ce sera donc le mercredi 6 mai, le soleil se lèvera à 6h25, se couchera à 21h11 et ce sera la Sainte Prudence. Ah, Prudence. Les dossiers de l'écran dans quelques minutes après la réclame et puis à 23h15 Hervé Claude pour le dernier journal de la rédaction, juste avant les enfants du rock. Demain dans Télématin pour les 4 vérités, Paul Naon recevra Jacques Toubon. À demain 20h, bonsoir, merci.